Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, tous mes amis, partout. Alors, vous êtes déjà dans le monde entier. David Abbassia avec vous. Comme d'habitude, dernier samedi de mois d'octobre, de septembre, nous sommes, n'est-ce pas, le 25 septembre 2010. Et le temps passe vite. Et j'espère que l'été, c'était bien. Le plus important, c'est la santé. C'est la santé. Notre émission est en direct et je suis avec vous, comme d'habitude. Et j'ai comme invité ce soir un ami, Rémi Eufray. Rémi est un syndicaliste, n'est-ce pas, est avec nous dans les studios. On va essayer son microphone pour voir si tout va bien. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Très très bien. Alors, très content de te recevoir dans notre studio. Très heureux d'être avec toi et avec la radio ici et maintenant, 95.2. Merci. Qui tu le connaissais, la radio, mais ça faisait longtemps qu'on voulait faire une émission ensemble, mon cher Rémi, mais je suis très ravi de te recevoir ce soir et je suis sûr et certain qu'on va faire une émission formidable. Alors Rémi, il est syndicaliste et on va parler de ton métier. Enfin, je sais que tu es un défendeur des travailleurs et je vois chaque fois quand tu te présentes dans n'importe quel endroit et qu'on fait des débats, tu es très sensible et ton cœur toujours frappe pour la justice, pour les travailleurs, pour l'égalité, liberté, fraternité, pourquoi pas. Et moi toujours, j'étais ravi quand je t'écoutais. Même tu as participé dans plusieurs colloques à ce sujet. De tout ça, on va parler ce soir. Après une petite musique, n'est-ce pas, Rémi? On va revenir, commencer à parler d'abord de toi, c'est qui, Rémi Eufray, et après de tout ce qui peut nous emporter ce soir, pour nous et pour la radio ici maintenant, et nos amis qui nous écoutent partout dans le monde, sur 95.2 FM radio ici et maintenant, et sur l'Internet, partout dans le monde, ici et maintenant.info. Et bien sûr sur Facebook, si vous allez sur la page de David Abbassi, vous pouvez nous avoir aussi en direct sur Facebook. Voilà.
Alors, mes chers amis, vous écoutez Radio Ici Maintenant sur 95 de FM, bien sûr sur l'internet ici et maintenant.info. Dans le monde entier, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Comme je viens de vous informer, Rémi Offray est mon invité ce soir, syndicaliste. On est ensemble dans les studios. Ce samedi 25 septembre 2010, il est 11h12, presque 13 minutes. Alors Rémi, beaucoup de manifestations récemment en France. Oui, effectivement, beaucoup de manifestations parce que en France, comme les auditrices et auditeurs français l'ont bien entendu, c'est le moment de ce que le gouvernement appelle la réforme des retraites. Alors que se passe-t-il en France et que faudrait-il dire pour nos auditrices et auditeurs étrangers? Le gouvernement français prévoit de repousser l'âge légal pour prendre sa retraite on la repousserait de l'âge de 60 ans à 62, voire jusqu'à 67 ans. Ça pose un problème de fond, notamment pour les personnes qui ont commencé à travailler très jeunes, en général du monde ouvrier, et puis surtout les femmes qui ont connu des carrières plus ou moins en dents de scie et qui n'ont jamais cotisé plus de 25 ou 30 ans et qui arrivent à l'âge qui vont arriver demain à l'âge de 65 ou 67 ans dans des conditions particulièrement pénibles. Et en tant que syndicaliste, l'ensemble des organisations syndicales françaises considèrent qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de maintenir l'âge légal à 60 ans, donc il n'y a pas besoin d'une réforme qui repousse cet âge légal. Il y a des possibilités de financement. Et cette réforme est particulièrement injuste, je vous le disais, par rapport aux ouvriers qui ont commencé à travailler très jeunes et aux femmes. Alors, avant tout, Rémi, j'aimerais bien que mes auditeurs te connaissent, n'est-ce pas? J'aimerais bien que tu parles de toi. C'est quoi? Et toi qui? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, d'abord, pour illustrer mon propos, je voudrais vous dire que je viens d'une région du centre de la France. Je suis né à Nevers, mais j'ai beaucoup vécu dans le Massif central. Et devant vous, j'ai un morceau de Saint-Nectaire fermier. Ouais. Le Saint-Nectaire fermier, ça a été peut-être ma première prise de conscience internationaliste. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'à la fin des années 80, au tout début des années 90, au niveau de l'Union européenne, de ce qu'on appelait le marché commun, il y avait une tentative des fromagers hollandais pour faire en sorte que le fromage au lait cru n'existe plus. Pourquoi? Pour des raisons sanitaires. Et en fin de compte, c'est grâce à l'appel à la raison de nos parlementaires européens, des différents ministres dans d'autres pays d'Europe d'ailleurs qui fabriquent des fromages au lait cru, qu'on a pu maintenir la tradition culinaire auvergnate comme dans d'autres régions de France. Et pour nous, le fromage en France, c'est quand même une question culturelle. Ça a été ma première prise de conscience réellement européenne. On va le manger tout à l'heure, non? On va le manger tout à l'heure. J'ai déjà commencé d'ailleurs à en manger un petit morceau. Mais pour vous dire que pour parler de soi, il faut d'abord savoir d'où l'on vient et reconnaître d'où l'on vient. Moi, je suis né donc dans le centre de la France, de parents ouvriers. Mon père est devenu cadre ensuite dans les chemins de fer. Je suis un vrai enfant de cheminot et je suis devenu moi-même. Je suis rentré à 16 ans à la SNCF. À 16 ans? À 16 ans. Quand tu parlais concernant les gens qui ont commencé tôt, ça te concerne. Et ça me concerne. Et tu as quel âge aujourd'hui, Rémi? Ça me concerne directement et aujourd'hui j'ai 44 ans. 44 ans, oui. Donc vous voyez que ça fait quand même déjà une longue carrière dans l'entreprise publique ferroviaire française, la SNCF. Et donc je suis rentré très jeune et j'ai eu à la fois beaucoup d'activités associatives, des activités politiques, puisque je me suis engagé chez les radicaux de gauche, puis plus tard au Parti socialiste. Et le syndicalisme, c'est venu un peu plus tard, c'est venu vers l'âge de 22-23 ans, lorsque j'ai découvert, en fin de compte, j'ai mis un peu de temps, j'ai mis quelques années, la dureté du monde du travail, parce que ce n'est pas parce qu'on travaille dans une entreprise publique que le patron est forcément sympathique avec vous. L'entreprise publique, c'est certes un statut, c'est une relative protection, mais les relations dans le travail peuvent toujours être à un moment donné assez conflictuelles, comme dans n'importe quelle entreprise, qu'elle soit privée ou publique. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'engager dans le syndicalisme. C'est-à-dire, ça fait 28 ans que tu travailles. Alors, pour aller en retraite, tu dois encore travailler presque 20 ans, non? C'est ça? C'est à peu près ça. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale, d'autant plus que sur la retraite, puisque tu veux parler du sujet tout de suite, il faut savoir que tous les 40 ans, le produit, la richesse nationale, le produit intérieur brut double.
donc augmente d'environ 1,6 points, 1,6% par an, et donc double tous les 40 ans. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend parler de démographie, parce qu'on s'imagine que c'est parce qu'il y a demain, dans 20 ans, on nous dit, le patronat, le gouvernement nous dit, il n'y aura plus qu'un retraité pour un actif. Et on nous laisse entendre que l'actif devra payer pour le retraité. Ça, c'est une formidable fumisterie, c'est une escroquerie intellectuelle, parce qu'on avait quasiment moins d'argent en 1930, lorsqu'on a créé les premières assurances sociales, les premières retraites, qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on crée beaucoup plus de richesses, comme un salarié crée beaucoup plus de richesses qu'il y a 70 ans, nous avons les moyens de conserver la retraite à 60 ans. Il suffit d'augmenter un peu les cotisations patronales, ça va diminuer très légèrement les profits, et je pense qu'on pourra financer nos retraites. Alors déjà, Rémi, tu sais, sur les syndicats, surtout en France, on va parler peut-être des syndicats en Europe, les syndicats en France, déjà, il y a plusieurs syndicats avec plusieurs tendances politiques. Par exemple, CGT toujours été à l'époque des communistes, on pourrait dire très très proche des communistes, et même on parlait de temps en temps des forces ouvrières, comme quoi c'était fondé par l'argent et financement non français. Je ne sais pas, parce que tu sais, ici et maintenant, dans cette radio, nous avons l'habitude de parler des sujets tabous. C'est-à-dire, nous donnons des informations qui peut-être on ne peut pas l'entendre ailleurs. Alors, à ce sujet, je suis sûr et certain que tu es au courant. Tu peux déjà nous informer sur plusieurs sortes de syndicats qui existent en France et les tendances politiques de chacun, et s'il y avait une pousse pour la création de chacun de l'étranger, des pensées étrangères, s'il te plaît. Alors, le paysage syndical français est effectivement assez varié. Il y a une forme de ce qu'on appelle le pluralisme syndical. Parmi les grandes confédérations syndicales, il y a bien sûr la CGT. Alors la CGT, dans son histoire, ça a été la première organisation syndicale française, fondée en 1895. Et à l'époque, la CGT, ce n'était pas ni la CGT d'aujourd'hui, ni la CGT de 1950. C'était une organisation ouvrière, certes plutôt à gauche, mais qui était indépendante de tous les partis politiques. Et il y avait des débats très importants sur l'indépendance du parti politique par rapport au parti politique, ce qui fait qu'au fameux congrès d'Amiens de la CGT de 1906, les délégués de la CGT ont réaffirmé l'indépendance de l'organisation syndicale par rapport au parti. Qu'est-ce qui a causé un choc dans le mouvement syndical français? Il y a eu deux dates essentielles. La première date, c'est 1919, lorsque l'État du Vatican, par encyclique, a décidé de proposer la création du syndicalisme chrétien, avec donc la création de la Confédération française des travailleurs chrétiens. 1919, c'est la création du premier syndicat chrétien en France. Ensuite, le congrès de Tours, 1921, bravo, où là, il y a la scission, ce qui crée à la fois la section française de l'Internationale ouvrière, qui allait devenir le Parti socialiste beaucoup plus tard, la SFIO, et l'Internationale communiste, la troisième internationale, qui était dirigée par Lénine puis Staline, qui précisait que le syndicat devait être la courroie de transmission du parti politique. Ce qui fait que déjà, il y a une première scission syndicale en 1921 au sein de la CGT, et ceux qui sont minoritaires à cette époque-là, ce sont les communistes soutenus par Moscou, par l'internationale communiste. Et la majorité, qui continue de s'appeler CGT, elle est une majorité de syndicalistes qui veulent l'indépendance syndicale et se battent que pour les salariés, quels que soient les partis politiques au pouvoir. Et à côté se crée la CGT-U, U comme unitaire. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils s'appellent unitaires alors qu'ils sont minoritaires. Et donc, jusqu'en 1936, il y aura donc deux CGT, la CGT et la CGT-U. Il y aura une première réunification en 1936 dans le cadre du Front populaire. Il y aura ensuite une nouvelle cassure au sein de la CGT réunifiée, tout simplement en 1939. 1939. Parce que les dirigeants communistes français soutiendront la politique de Moscou. Quand vous regardez l'histoire,
et l'histoire aujourd'hui est indéniable, eh bien, il y aura une bonne compréhension des dirigeants communistes, je dis bien, parce qu'il y aura des militants communistes dès 1940 qui résisteront contre l'occupant allemand en France, mais les dirigeants communistes, avec le pacte germano-soviétique secret de 1939, le mot d'ordre de Moscou aux dirigeants communistes à la CGT, c'est de dire, enfin à la minorité communiste de la CGT, c'est de dire non, c'est une guerre impérialiste qui ne nous concerne pas.